Eh bien, notre invité s'appelle Isaac Bakoukou Boliko. Il est cadre au niveau d'Ensemble, membre cofondateur d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, mais également notable de la province de l'Équateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Si on devrait aujourd'hui résumer cette crise au niveau de la province de l'Équateur, depuis mai dernier, la crise persiste. On se pose la question finalement, à qui profite cette crise? Merci. D'ailleurs, je suis revenu samedi. J'ai vécu la situation qui s'est passée le jeudi, donc depuis le mercredi. Bon, je pense que c'est malheureux, c'est dramatique quand on parle où nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, les responsables politiques doivent faire montre d'exemple, de prouver qu'ils sont là pour appuyer la démocratie. Donc quand vous comprendrez l'histoire, il y a eu à l'Équateur, le gouverneur Bobo, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au changement de député, on disait même qu'il avait pris les députés en otage. Donc le 21 députés de la province de l'Équateur étaient tous acquis au gouverneur Bouloko. C'est la raison pour laquelle il a progressé de son élection jusqu'au le jour où ils ont décidé, sous pression de la population, parce qu'il faut comprendre que les députés provinciaux, le gouverneur, c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale, et les députés provinciaux, l'émanation de la population, vit la crise, la souffrance, etc., et puis la criminalité qui est très criante dans la ville de Mbandaka. À un moment donné, il faut... on ne peut pas être plus catholique que le pape. Il y a eu 13 députés qui ont estimé qu'il était temps de voter une motion de défiance contre le gouverneur. Et c'est à partir de ce moment-là que la crise commence à avoir sa vitesse de croisière. Alors, les députés devaient passer à l'Assemblée provinciale. Ils arrivent là-bas, se bloquer, tout ça là. Ils ont délocalisé. Malgré cela, ils ont délocalisé et voté la motion de défiance. Oui. Ils ont été tous rappelés ici à Kinshasa. Le gouverneur avait introduit une requête devant le Conseil d'État où il a eu raison. Alors, nous sommes intervenus au niveau des associations familiales, tout cela et consorts. Et puis, le vice-premier ministre de l'Intérieur a demandé qu'il réintègre la province. C'est là qu'a commencé la crise. Vous savez très bien que lorsqu'une autorité rentre dans son fief, oui, il y a une liesse, l'organisation de l'accueil, tout cela et consorts. Quand le gouverneur est rentré, il a été accueilli, il a même fait le pas de danse, il n'y a pas eu de problème. Alors, les autres sont arrivés, c'est la même chose. Non, on les accuse de troubler l'ordre public. Ah ben, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui envoie un message rappelant le président de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a trouble, il faut qu'il y ait soit des blessés ou des morts. Malheureusement, heureusement, il n'y a eu pas de décès, pas de quoi que ce soit même. Ici, le jeudi, alors, au niveau de ça a commencé par là. Et par la suite, nous constatons que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, quand j'ai suivi le président de la République, je le remercie d'ailleurs, le fait qu'il a pris en compte et parlé de cette crise au Conseil des ministres. Mais simplement, je suis dubitatif par rapport aux instructions qu'il a données au ministre de l'Intérieur de diligenter l'enquête. Nous pensons que le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs originaire de la province de l'Équateur, lui, il est de Sankourou. Au Sankourou, ce sont des immigrés. La province source-mère, c'est la province de l'Équateur. Mais aujourd'hui, c'est justement ce problème d'originaire ou pas originaire aujourd'hui. Parce qu'au-delà de la crise qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée provinciale, on amène ça maintenant avec le chef du gouvernement, en étant même aujourd'hui avec les Équatoriens du Nord, du Sud et autres. Après avoir vécu cette situation,
Parmi les responsables de la crise à l'Équateur, c'est le VPM, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a les compétences sur l'administration de province et il a fermé les yeux pour tout ce qui s'est passé à l'Équateur. Et il a même ordonné que les présidents de l'Assemblée provinciale ne puissent plus gérer ou accéder aux comptes de l'Assemblée provinciale, ce qui est grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur s'organise pour remplacer le directeur administratif de l'Assemblée provinciale. Ce directeur administratif est à la disposition du président de l'Assemblée provinciale et non plus de l'exécutif. 2. Les bureaux d'âge, on ne le met qu'une fois, sauf lorsqu'il y a requalification de la majorité. Il y a 13, donc il y a une majorité de députés, et il y a eu même un qui s'est ajouté, sont arrivés à 14, qui ont la majorité. Non, il met un bureau d'âge et il met un nouveau bureau. C'est-à-dire que dans le bureau de l'Assemblée provinciale, vous avez 5 membres du bureau, et vous avez un député qui reste à l'hémicycle. Ça veut dire que ce député... Moi, j'y arrive. Ça veut dire que ce député, quand on dit qui est pour, c'est un. Alors, les jeudis, l'ouverture officielle de la session ordinaire. Supposons que vous aviez destitué le président du bureau. Mais, tout compte fait, il reste député provincial. On l'empêche, on a empêché les 13 de rentrer à l'Assemblée provinciale. Et plus grave, on a ordonné à tirer à balles réelles où il y aurait 2 personnes qui sont mortes et 13 blessés, dont le président lui-même de l'Assemblée provinciale. C'est une chose inacceptable et que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur n'a pas géré cette situation. Il a géré ça avec une partialité. Raison pour laquelle je demande que, à la place qui mène une enquête, ce soit une commission d'enquête parlementaire conjointe, Sénat, Parlement, avec des députés nationaux issus de la province de l'Équateur et non originaires, ainsi que pour le Sénat. Alors, voilà, le problème, c'est cette crise-là, il est géré. Et puis, il y a aussi de l'argent. Il y a aussi de l'argent. Ah bon? Ah oui, parce que les gens ne le disent pas. Les retombées des tourbières, c'est 17 millions de dollars. Il y a 6 millions qui sont dans la banque à l'Équateur pour le développement de projet de développement pour l'Équateur. Mais vous savez bien que quand les gouverneurs sont là... Ça, c'est des procès d'intention. Non, mais quand les gouverneurs sont là, il y a la possession, mais justement... il y a l'opération retour, et il y a les gens. Et cette crise-là, je vais vous dire, il n'y a pas que les originaires de la province de l'Équateur. Si vous avez suivi la déclaration de la société civile de la province de l'Équateur, où ils ont cité des noms, il y a des gens qui tirent de ficelle. Oui, justement, aujourd'hui, si on doit parler justement de ces personnes qui tirent le ficelle, on se dit, finalement, c'est que l'Équateur ne va pas se développer. Hier, c'était le Grand Équateur. Vous-même, Équatoriens, vous entrez dedans, soit c'est les nordistes, soit les gens du Sud qui veulent venir, soit c'est les gens du Nord qui veulent se persister. Maintenant, on entend même la question des non-originaires. On se dit, finalement, est-ce que c'est la question de l'Assemblée provinciale? Est-ce que la question est du gouverneur? Qui tire profit. Je vais vous dire qui tire profit dans tout ça? Je vais vous dire certaines choses qui vont peut-être vous choquer. Il y a les autorités nationales, quand ils partent en mission en province, et ça c'est pour toutes les provinces de la RDC, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent leurs frais d'émission, mais quand ils arrivent aux provinces, ils sont à la charge du gouverneur. À un moment donné, ils ont quand même un devoir de redevabilité envers le gouverneur et parfois ils ferment les yeux de ce que le gouverneur fait. Et deuxième chose, le gouverneur, parce que comme la manière dont les élections se passent, ce n'est pas moi qui avais dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, et c'est l'ancien procureur général, président de la République, la Cour suprême de la République, quand il disait que il y a des députés corrompus, il y a des sénateurs corrupteurs et le gouverneur corrupteur. Alors, lorsque on est élu sous la corruption, on reste otage
de ces gens que vous aviez corrompus. C'est une thèse qui ne tient pas parce que si hier il y avait tous les députés provinciaux qui étaient acquis au gouverneur aujourd'hui, mais ils ne sont plus acquis au gouverneur, ça veut dire que ça si la baguette monétaire ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça veut dire que tous sont fautifs. Effectivement. Ça veut dire que tous sont fautifs, il n'y a pas de sang dedans. Il y a ça. Si ce n'est pas seulement cet élément-là, il y a ces éléments-là. Et au-delà de toutes ces crises, moi je me pose la question, au-delà de tout ce qui se passe, le développement de la province, on en est où? Là où il faudrait parler justement du développement de la province, toutes les personnes sont en train de parler butin, sont en train de parler poste, sont en train de parler pouvoir. Parce qu'il y a eu déstructuration du fonctionnement de l'État. Il y a 20 ans, ils ont fermé les yeux. Et puis ce qui est grave, c'est que chaque fois que les législateurs procèdent aux réformes, il n'y a aucune évaluation. L'État central n'a jamais fait une évaluation par rapport à une réforme qu'il avait amorcée. Nous savons tous que dans notre pays, dans beaucoup de provinces, les choses ne fonctionnent pas. Et personne n'a posé la question, est-ce que les démembrements, la décentralisation, la libre gestion des provinces ont-ils été évalués? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça le problème. Et pendant tout ce temps, ils ont fermé les yeux. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aujourd'hui tous ces désordres. Parce que c'est l'État central qui a quand même tutelle sur le province. Et quand même celui qui doit gérer la province a une certaine partialité à l'égard de tel ou tel gouverneur, et vous avez vu ce qui s'est passé, que ce soit au Kasaï central, à Lualaba, partout, c'est les désordres. Mais alors, comment sortir de la crise avec la province de l'Équateur, justement, puisque vous allez, d'ailleurs, on est en train de prendre le direct déjà, du chargé de communication, plutôt du ministre de la Communication et Médias, qui s'exprime, et le ministre de la Fonction publique. Avec vous, certainement, on va continuer très prochainement. Okay. Mais moi, je veux simplement qu'on laisse la démocratie fonctionner, que les responsables politiques prennent les responsabilités. Si aujourd'hui, quand vous aviez confiance et que vous n'avez plus cette confiance-là, il faut partir. Il faut partir. Et c'est ça le problème. On s'accroche, on se craponne dans le pouvoir alors que vous n'avez plus la confiance. Le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Si les représentants du peuple ne veulent plus de vous, Monsieur le vice-premier ministre, je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs à ces briefings avec les médias. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Merci de m'offrir l'opportunité au travers de cet exercice de répondre au rendez-vous de la pédagogie et de la redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes qui exigent de nous, gouvernants, un peu plus de clarté et du concret dans ce que nous prenons comme décision qui engage leur avenir, qui engage leur vie. Gouverner, c'est aussi communiquer. Tout à fait. Communiquer et dire la vérité à nos compatriotes sur ce que nous faisons, sur ce que nous prenons comme mesures tendant à faire avancer la situation sociale de la nation. Alors, depuis plusieurs décennies, les Congolais ont perdu la foi à l'avenir de leur pays. Ils ne croient plus en leur État. L'État lui-même avait démissionné, en quelque sorte, face aux trop nombreux défis trop difficiles à résoudre. Ils n'ont pas peur de mots. L'État a failli, à bien des égards, dans sa mission de protéger nos compatriotes, de protéger les Congolaises et les Congolais. Alors depuis
son arrivée à la tête de notre pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement affiché sa détermination pour le relèvement de la nation. Alors, sa vision se résume à faire de notre État un État fort, à travers une véritable armée, une vraie police nationale, une justice digne de ce nom, mais aussi une administration publique qui fonctionne normalement. Et dans ces combats pour le salut de la nation, mission m'a été confiée de gérer la fonction publique, de moderniser l'administration publique dans notre pays. Alors, à notre arrivée à la tête de ces ministères, nous avons trouvé, j'ai eu l'occasion de le dire, l'administration publique dans une situation catastrophique. On trouvait l'administration publique malade, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même dans le coma, stade 2. Alors, avec évidemment de multiples pathologies. D'abord, il y a l'obsolescence du cadre juridique de l'administration publique, les cadres organiques explosés, totalement débordés, les recrutements non planifiés, non budgétisés, non maîtrisés, le vieillissement des ressources humaines avec un passif important, faute de mise à la retraite, l'absence de formation pour le renforcement de capacités et des compétences, l'inadéquation entre le profil des agents recrutés et leurs postes de déploiement, les conditions de travail évidemment déplorables, pas un secret, la faible qualité des prestations de services publics, les faibles conditions salariales, disons les choses comme elles sont, les sécurités sociales, et j'en passe. Maintenant, devant ces tableaux plutôt sombres, la réforme que nous pilotons sous la coordination du Premier ministre Sama Lukonde, et suivant la vision du chef de l'État, prévoit une série de thérapies de choc. D'abord concernant la maîtrise des effectifs. Je l'ai indiqué. Là où il faut avoir 4 personnes, on en trouve 50. Dans une division où il faut trouver 80 personnes, on en compte 300. Même dans un bateau, même dans un avion. Lorsqu'il est prévu 150 places, on ne peut pas prendre le double. Faute de voir l'avion n'est pas décollé. Alors on s'interroge, pourquoi notre pays ne marche pas? Pourquoi l'administration a des problèmes? Oui, mais l'administration a des problèmes parce que nous avons créé des problèmes par notre irresponsabilité. Oui, je dis nous en tant que responsables et décideurs politiques. Alors, la priorité des priorités, c'était donc de maîtriser, les effectifs. Maîtriser les effectifs. Pour ce faire, nous avons créé un fichier de référence de l'administration publique, avec à la clé les recensements biométriques numérisés. Il y a eu une série de recensements qui a été organisée.